Dans ma classe, il y avait un garçon particulier. Il était toujours dans son coin, il dessinait ou grattait son pupitre, les murs, ou alors il avait l'air de nous observer, comme s'il nous étudiait. Il était vraiment perturbant. En cours, on essayait toujours de ne pas se retrouver à côté de lui, et si on se retrouvait avec lui, on ne lui adressait pas la parole, et de toute façon, il ne nous adressait pas la parole non plus. Il était dans son coin, ses cheveux noirs pendant devant son visage, cachant ses yeux, mais tout le monde savait ce qu'il faisait. La plupart des filles de la classe avaient fait remarquer au professeur qu'il avait souvent des regards insistants sur elle, mais personne n'osait vraiment lui parler. Il était spécial. Nous ne savions pas où il habitait, on ne connaissait pas sa famille, on ne savait rien de lui. Ses parents n'étaient jamais venus aux réunions parents-profs, apparemment ils étaient souvent en déplacement professionnel. Un jour, notre professeur d'histoire nous donna un projet à faire en duo. Pour éviter les groupes de copains qui ne savent pas travailler ensemble, il fit les groupes lui-même. Évidemment, plus j'entendais mes amis mis avec d'autres personnes, plus j'angoissais en anticipant une chose. Une chose qui arriva. Mon nom précéda celui de l'élève flippant, Auguste. Nous devions travailler ensemble et je n'en étais vraiment pas content. Je suis allé voir le professeur, essayer de le faire changer d'avis, mais il ne voulait rien entendre. Il faisait cela pour l'inclure dans le groupe et espérer que ça puisse lui faire du bien socialement que de devoir travailler avec quelqu'un d'autre que lui. Je ne pouvais rien changer, alors j'acceptais à contre-cœur. À la fin des cours, nous nous mettions d'accord pour nous voir dans la semaine chez lui pour travailler ensemble. N'ayant pas ses parents, on serait plus tranquille. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'étais pas vraiment rassuré à l'idée d'être seul avec lui dans un endroit inconnu, mais il faut faire des efforts pour les autres, j'imagine. On organisait ça juste après les cours. Quand le jour arriva, je ne rentrais pas chez moi, je prenais le bus avec lui jusqu'à son arrêt. Pendant le trajet, on n'échangeait aucun mot. Il écoutait sa musique en regardant par la fenêtre, alors que moi, j'étais assis à côté de lui, gêné. Tout le monde me portait des regards pleins de jugement et je commençais à me sentir mal. Mais pas pour moi. Moi, sans être un élève populaire, je n'ai jamais eu de mal à me faire des amis et la plupart des gens m'appréciaient. Non, je me sentais mal pour Auguste. Il était bizarre, ça c'est certain, mais est-ce que se faire juger constamment ainsi, ce n'était pas aussi quelque chose qui influait sur la personnalité? Après 20 minutes de route, nous étions les derniers dans le bus. Nous passions par des routes dans la forêt et entre les champs. Je me demandais si la route était assez large pour le bus. Puis nous arrivions finalement à un arrêt de bus. Auguste me fit signe de descendre. Je saluai la conductrice qui nous souhaita une bonne soirée. Je suivais Auguste et ne pipais mot, marchant tête baissée, me guidant sur une route où les habitations étaient éparses. Il y avait des buissons, des mares, des bosquets. Puis il s'arrêta devant une maison. Il fouilla dans sa poche et sortit des clés. En regardant la maison, j'en étais bouche bée. Il vivait dans un manoir. Sans même être rentré dedans, dans mon esprit, c'était un manoir hanté. La maison était grande, de toute évidence luxueuse et probablement confortable. Mais il y avait cette sensation étrange qui s'en dégageait. Ses fenêtres trop grandes, l'intérieur trop sombre. Les ardoises sur le toit paraissaient avaler la lumière. Le jardin manquait clairement d'entretien et beaucoup de plantes mortes donnaient cette sensation d'être entre deux mondes. Auguste et moi rejoignions la porte, une grande porte en bois avec un heurtoir en forme de tête de lion. En ouvrant la porte, je découvrais un grand salon poussiéreux, les rideaux fermés laissant l'intérieur baigné dans une ambiance lugubre. Il appuya sur un interrupteur, allumant un lustre pendant du plafond. Je découvrais alors un salon décoré avec un goût certain pour le macabre. Les murs étaient couverts de tableaux sombres, et certains même torturés. Les meubles étaient en bois sculptés et ornementés de danses macabres. Je demandai à Auguste ce que ses parents faisaient dans la vie. Il m'expliqua que sa mère était peintre. C'était elle qui avait peint les tableaux,
qui sont au mur. Son père, lui, était réalisateur de documentaires. Je lui demandai depuis combien de temps il était seul dans la maison. Cela faisait 6 mois. Nous grimpions l'escalier, se trouvant au centre du salon, et arrivions à l'étage. Les longs rideaux noirs nous plongeaient à nouveau dans une profonde obscurité. Un nouvel interrupteur permit d'allumer les chandeliers accrochés sur les murs. Je le suivais jusqu'au bout du couloir dans lequel il y avait 3 autres portes. La dernière était celle de sa chambre. Il me fit entrer, referma la porte derrière lui, puis s'adossa à celle-ci. Je regardais sa chambre qui paraissait plutôt normale par rapport au reste de la maison. C'était sombre, les goûts en termes de décoration étaient assez proches de ceux de ses parents, mais c'était plus sage, et pas aussi effrayant que je ne le craignais. Puis je me suis tourné vers lui, et je voyais que quelque chose le dérangeait. Alors je lui demandai ce qu'il se passait. Il me dit alors quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit que je ne devais pas sortir de sa chambre avant qu'il me dise que je puisse le faire. Sur le coup, mon cœur se stoppa, et je me suis dit que j'allais mourir. Il était bel et bien un tueur en série, comme tout le monde le pensait. Mais il me regarda, et j'ai cru reconnaître comme de la peur dans ses yeux. Il m'expliqua que cette maison était particulière, et dangereuse pour les gens qui ne sont pas habitués à ces secrets. Je ne comprenais pas ce qu'il m'expliquait. Il me dit que je le prenais pour un fou et que c'était compréhensible. Ce qui me rassura, j'avais peur d'être légèrement jugeant. Il me proposa alors de commencer à travailler et d'en reparler quand on aura fini. J'étais plutôt effrayé par lui, alors je préférais me plonger dans un projet d'histoire très simple et très normal. Après une grosse demi-heure, plutôt normale, j'ai entendu quelque chose derrière la porte. Je me redressai et je regardai vers celle-ci. Auguste sembla ignorer ce bruit. Je lui demandai alors s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Il me regardait avec un air surpris, avant de m'assurer que non. Je me frottai le menton, puis retournai à notre projet. Il maîtrisait vraiment bien son sujet, et au fur et à mesure de l'avancée du projet, il se détendait. Il fit même 2 blagues, qui étaient vraiment drôles. Mais à nouveau, un bruit attira mon attention. Cette fois-ci, je vis qu'Auguste avait légèrement réagi à ce bruit. Je lui demandai ce que c'était, il me dit de ne pas faire attention, qu'il fallait laisser faire, et qu'il m'aidera à sortir plus tard. Je ne comprenais pas, et à nouveau je m'inquiétais de ce qu'il voulait faire. Puis, 3 grands coups résonnèrent contre la porte. Nous nous retournions tous les deux vers celle-ci, je me levai, et Auguste me retint par le bras. Il me dit de ne pas ouvrir, mais je me dégageai de son emprise, et j'allai vers la porte. Il se leva, et essaya de me rattraper en me disant de ne pas le faire, mais j'allais plus vite que lui, et j'ouvrais la porte. Je me retrouvai alors face à un squelette, couvert de quelques lambeaux de chair, quelques restes de vêtements, et celui-ci m'attrapa par l'épaule. Je me mis à hurler de terreur, alors que celui-ci me tira dans le couloir. Devant moi, je vis alors le couloir s'allonger, le sol se déformer, et d'énormes pics de roches traversaient le sol. Les murs se gondolaient, les chandeliers aux murs se transformaient en de longs bras laissant tomber les lampes et essayant de m'attraper. Je me mis à courir pour sortir de cette maison, alors que le papier peint sur les murs se déchirait, dévoilant des centaines de squelettes qui rampaient hors des fondations de la maison. J'essayais de retrouver les escaliers, mais la maison ne se ressemblait plus du tout. Les murs fondaient, le sol s'ouvrait sous mes pieds, et je devais sauter d'un endroit à l'autre pour ne pas tomber dans les méandres infernaux sous la maison. En me redressant après un énième saut toujours plus risqué, je me retrouvai face à un personnage immobile, tête baissée. Je restai face à lui, ne sachant comment réagir, quand il se mit à lentement lever la tête. Sa peau était grise et sa tête était disproportionnée. En dévoilant son visage, je vis que ses yeux n'étaient que 2 trous ronds et semblant ne connaître aucune fin. Il n'y avait rien d'autre sur son visage et je perdais l'équilibre. Je tombais à la renverse et chutais dans les flammes et la roche quand un impact me coupa le souffle. Je m'écrasai sur le côté et en ouvrant les yeux, je vis que j'étais en dehors de la maison. Auguste était à côté de moi, couvert de plaies, et ses vêtements sentaient la fumée. Il m'aida à me relever et me demanda ce que j'avais vu. Je lui expliquai ce que j'avais vécu, et il soupira.
Il avait l'air soulagé. Puis, il m'expliqua que cela faisait des mois qu'il vivait cela, mais il avait peur de devenir fou. Il avait appris qu'en n'ouvrant pas la porte, quand il y avait les 3 coups, il n'entendait que des bruits et rien d'autre. Mais dès qu'il ouvrait la porte, l'enfer se libérait dans la maison. Il ne savait pas pourquoi, mais il n'en pouvait plus. Je le comprends. Ce qui s'était passé était complètement fou. Rien n'avait de sens. C'était le spectacle le plus horrible que j'avais vécu. Je lui demandai s'il avait une idée de ce qui se passait. Il m'expliqua alors que ça avait commencé lorsque son père était revenu d'un tournage de documentaire. Mais il ne savait pas ce que c'était comme documentaire. Nous allions devoir enquêter. Nous étions en route pour Namogo, un village perdu au centre de l'Afrique. Là-bas, un ami chercheur de l'université d'Arkham aurait, selon la lettre qu'il m'a envoyée, découvert un lieu très intrigant, mais il n'avait pas réussi à recevoir l'autorisation pour l'étudier. Il m'avait donc proposé d'aller y tourner un reportage que je partagerais avec lui le plus rapidement possible. Je contactai mon équipe, Ludo, mon caméraman capable de filmer dans n'importe quelle situation, Elias, le preneur de son qui m'avait suivi à travers le monde, et Zeke, le technicien qui est capable de tout réparer en un rien de temps. Nous remontions un fleuve, tandis que je relisais la lettre d'Albert. Mon cher Frédéric, j'espère que cette lettre te trouvera rapidement, car je pense que j'étais sur le point de faire une découverte capitale. Hélas, ne pouvant être sur place qu'un temps trop court, et malgré mes demandes pour une prolongation d'expédition, je ne pourrais pas atteindre mon objectif. Je compte sur toi pour y arriver. Je ne vais pas donner ces informations à qui que ce soit d'autre pour que tu ne sois pas dérangé, et j'espère bien que tu préciseras dans ton documentaire que sans moi, tu n'aurais rien découvert. Comme d'habitude, mon cher ami. Je me renseignais sur une tribu indigène du nom de Gam-en-Ak. Si ce nom te paraît étrange dans la région, sache que c'est tout à fait normal. De ce que j'ai pu trouver, cette tribu s'est installée il y a de cela plusieurs siècles, certes, mais ne venait pas du tout de la région. Elle serait arrivée par la mer de l'Ouest. C'est tout ce que l'on sait de cette tribu quant à ses origines. Maintenant, je vais te parler de ma potentielle découverte. À quelques kilomètres à l'ouest du village, il y a une montagne sacrée pour les habitants des environs. Il faut être clair sur ses envies de l'explorer. Les indigènes n'ont rien contre le fait qu'on y aille, à condition de réaliser certains rituels. Si on leur ment, la peine sera la mort. Dans cette montagne, il y a les restes de nombreux rituels impliquant de toute évidence des sacrifices d'animaux, mais également des sacrifices humains. Les traces que j'ai retrouvées étaient pour certaines assez récentes, je dirais moins de 5 années. Mais surtout, il y a plusieurs inscriptions et peintures qui me laissent croire qu'il pourrait y avoir une sorte de relique liée à un culte que nous ne connaissons pas et qui, à mon avis, pourrait être le culte originel de cette tribu. Un culte qui remonterait donc à des centaines d'années et dont une relique se cacherait dans la montagne sacrée. Imaginez-vous la puissance de cette découverte. Mon cher Frédéric, soyez des plus respectueux et offrez-nous votre meilleur documentaire, car je suis certain que nous découvrirons ensemble quelque chose qui changera l'histoire. Bien à vous, Albert. Nous arrivions 3 jours plus tard dans ce village perdu au milieu de nulle part. Sur les 3 jours de route, nous n'avons pas rencontré le moindre être humain. Mais nous remarquions de nombreux poteaux peints de couleurs vives avec, peint en blanc, un trait le traversant en diagonale. J'imagine que cela devait être les limites du territoire de la tribu. En arrivant au village, un homme nous accueillit. Il ne parlait pas très bien notre langue, mais il était le seul à la parler. Alors, nous avons fait en sorte de nous entendre avec lui. Il nous fit visiter le village, mais rapidement je lui parlais de notre intérêt pour la montagne. Il me répondit qu'il s'attendait à ce que je lui en parle. Il nous demanda alors de le rejoindre la nuit tombée devant un lieu de culte où nous allions rencontrer une sorte de chaman. En explorant le village, je me rendais compte que la langue utilisée était très différente des langues que nous avions rencontrées.
Je n'arrivais pas à reconnaître d'où elle pouvait venir. Je profitais de la présence de notre guide pour lui poser des questions sur sa tribu. Il m'expliqua qu'il venait de très très loin, de l'autre côté de la Grande Eau. Je lui demandai plus de précision, mais il ne fut pas capable de me l'expliquer dans ma langue. Il essaya dans la sienne, mais c'était incompréhensible pour moi. Je le remerciai d'avoir essayé. Nous nous regroupions dans le logement et nous nous installions. Notre discussion se basa sur la même chose. On sentait que ce lieu était étrange. Ludo nous filmait alors que nous partagions nos impressions, cette sensation qu'il y avait un poids invisible nous écrasant tous. C'était très désagréable. La nuit tombée, nous nous retrouvions devant le lieu de culte. Un homme couvert de peintures étranges nous accueillit. Il ne parlait pas, pour le moment en tout cas. Je fis signe à notre caméraman de filmer la salle. Il y avait de nombreuses décorations étranges et intrigantes, des ossements, des sculptures en bois difformes. Puis le chaman commença un rituel. Il brûla une plante que je n'avais jamais vue. Elle avait l'air de créer de la bioluminescence. Cela me rappelait un documentaire que j'avais réalisé sur les abysses. À partir de ce moment, un nuage étrange emplit la salle, et je me suis dit que ça devait être un produit hallucinogène. J'essayais du mieux possible de protéger mes voies respiratoires en faisant signe aux membres de mon équipe de faire de même. Le rituel dura pas loin d'un quart d'heure et se termina quand le chaman nous aspergea d'un mélange de sang et, je crois, d'urine. En ressortant du lieu de culte, nous récupérions nos affaires et nous partions en direction de la montagne sacrée. Malgré la nuit, elle se découpait parfaitement sur le ciel nocturne, les étoiles disparaissant derrière son immense silhouette. Avant d'atteindre la montagne, nous avons rencontré 3 hommes du village. Ils étaient gigantesques et couverts de peintures blanches étranges. Encore une fois, c'étaient des symboles que je n'avais vus nulle part ailleurs, et ne ressemblant à rien de ce qui entourait le village. En voyant les taches de sang sur nos tenues, ils s'écartèrent du chemin. En passant à côté, je remarquai les couteaux, machettes et haches qu'ils avaient avec eux, et je réprimai du mieux possible un frisson qui était clairement dû à la peur. La marche sur le chemin sinueux et dangereux de la montagne était extrêmement long, et l'ambiance était de plus en plus perturbante en se rapprochant de notre objectif. Les étoiles semblaient éblouissantes dans le ciel nocturne, le vent semblait murmurer, et je n'étais pas certain que le vent était bienveillant. Nous arrivions devant l'entrée d'une grotte obscure aux parois décorées de peintures et de sculptures effrayantes. Les sculptures représentaient des créatures énormes, aux ailes de chauve-souris et aux visages atrophiés. Ludo filmait comme il pouvait, Zeke s'occupait de la lumière. Il avait une énorme lampe torche qui éclairait sur plusieurs mètres, mais elle semblait perdre de la puissance à une vitesse inquiétante. Des restes d'animaux étaient un peu partout et certains ossements étaient clairement humains. Je faisais signe à Ludo de filmer. Nous nous enfoncions dans les profondeurs de la montagne et nous commencions à entendre des bruits au loin. Je me tournai vers Elias qui bidouilla les capteurs de son micro et chercha l'origine de tout ça. Il se tourna vers l'extérieur, mais ça ne venait pas de là. Il se retourna vers les profondeurs en avançant un peu, puis il me regarda avant de retirer son casque. Nous entendions des percussions venant du fond de la caverne. Elias pensait qu'on devait partir. On le pensait tous, à vrai dire. Mais on ne pouvait pas. On devait avancer dans les profondeurs étranges de ce lieu mystique. Il y avait des couloirs, des choix à faire, mais nous avancions sans le moindre doute. Nous savions où nous nous rendions. Alors, un pas après l'autre, nous nous enfoncions dans le boyau étrange, nous rapprochant toujours un peu plus de la peur. Zeke s'agaçait de plus en plus sur sa lampe. Il l'ouvrait, la démontait, la remontait, tapait dessus, l'insultait. Puis, elle finit par nous lâcher en plein milieu de l'obscurité. Il la jeta au sol, la brisant sur le cou. Ludo observait la scène à travers sa caméra et se plaint de ne plus rien voir. Elias retira le casque qu'il avait sur ses oreilles, se plaignant des percussions trop fortes. Moi, j'avançais.
J'avançais dans le noir, les mains contre la roche taillée et peinte. Je sentais sous mes doigts les formes, les silhouettes, et je les comprenais. Zeke s'acharnait sur sa lampe, il donnait des coups de pied dedans, hurlait dessus alors qu'Elias tomba au sol, hurlant que les voix étaient trop fortes. Ludo m'appela, il me dit que les symboles dégageaient de la lumière dans la caméra. Il voyait tout. Je ne voyais rien, mais à sa voix, il souriait, il était heureux. Moi, j'avançais. Finalement, je vis au loin de la lumière. Elle pulsait. Elle pulsait au rythme des tambours. Je les entendais. J'appelais Elias pour lui dire que j'entendais. Mais je n'eus aucune réponse. Alors j'avançais. J'avançais dans la lueur pulsante devant moi, et je découvris une idole faite dans une roche couverte d'algues. Elle était difforme, incompréhensible. L'idole aux yeux d'opale. Je ne suis pas un pilleur. Mais mon inconscient, quelque chose en moi, me força à la prendre. En l'attrapant, je sentis le monde bouger sous mes pieds. Je vis des bras sortir des murs. Un cri perçant et inhumain sembla sortir du cœur même de la montagne. Et je me précipitai hors d'ici, l'idole illuminant ma route. Sur mon chemin, je vis Elias au sol, du sang coulant de ses oreilles. À côté de lui, Ludo était immobile, la bouche grande ouverte et les orbites vides, comme si ses yeux avaient fondu. Zeke, lui, était démembré. Certaines parties avaient l'air d'avoir été écrasées, d'autres dispersées. Je me précipitai hors de la montagne, alors que je voyais le sol s'ouvrir sur mon chemin et que des créatures semblant sortir droit de l'enfer me pourchassaient. Je courais, je partais le plus vite possible. En arrivant devant les gardes, ceux-ci se tournèrent vers moi, mais une matière noire et visqueuse sortait de leurs yeux, nez et bouche, et ils me laissèrent passer. Je me précipitai vers la Jeep, et je repartais. Je rentrai chez moi, retrouver ma femme et mon fils. Elle se réveilla seule dans son lit. Elle regardait le plafond, écoutait le son du vent dans les arbres. Elle passa la main dans ses cheveux. Elle avait dormi pas loin de 10 heures, mais elle avait la sensation d'être encore plus fatiguée qu'avant. En retirant la main de ses cheveux, elle remarqua avec horreur qu'il restait, emmêlé autour de ses doigts, de longs cheveux noirs. Elle s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. La lumière passait timidement entre les rideaux. Elle soupira. Elle devait à nouveau s'y mettre. Elle devait finir ce tableau. Mais elle travaillait dessus depuis des mois et avait l'impression de ne rajouter que des couches de peinture. Rien ne lui convenait et elle sentait qu'elle perdait pied. Elle regarda devant elle, au-dessus de la commode, contre le mur, se trouvait un de ses premiers tableaux. Elle l'avait emmené avec elle et accroché là, pour se souvenir qu'elle était une véritable artiste. Le tableau représentait un dahlia noir. Évidemment, elle avait été passionnée par cette histoire et avait fait de cette œuvre une de ses plus personnelles. Elle avait ensuite connu le succès avec ses peintures florales. Elle avait une œuvre globalement lumineuse et chaleureuse, aux couleurs douces et réconfortantes. Puis un jour, elle prit un virage brusque qui, étrangement, sembla ravir les critiques et lui permirent d'exploser plus encore aux yeux du monde. Ce virage s'amorça avec le premier portrait qu'elle réalisa, celui d'un vieil homme observant par une fenêtre entr'ouverte le monde. Mais ce tableau dégageait quelque chose d'autre. Il y avait une répétition de lignes trop longues, les ombres étaient très accentuées, et, dans l'ensemble, on perdait cette sensation de lumière et de chaleur de ses précédentes œuvres. Ici, il faisait froid, sombre, et il semblait y avoir autre chose. Plusieurs fois dans ses interviews, on lui demandait ce qui faisait que ses œuvres dégageaient quelque chose de si différent. Ce à quoi elle répondait qu'il fallait savoir ce qu'on regardait pour comprendre. Une réponse bien énigmatique qui correspondait à ce qu'on trouvait dans son art. Mais plus encore, qui correspondait à ce fameux virage artistique,
Ce virage n'avait pas eu lieu sans raison. Tout commença alors qu'elle cherchait de nouvelles inspirations. Elle était partie en ville pour trouver de vieux livres de botanique dont elle aimait tant le style visuel. Elle pénétra dans une vieille librairie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Perdue dans une petite ruelle, entre deux magasins abandonnés, cette librairie était tenue par une vieille femme. Les livres étaient couverts de poussière. Il y avait des objets étranges, semblant venir du monde entier. Elle tomba alors sur un livre plus étrange encore. La couverture était très abîmée et le titre était illisible. Entre les pages, elle trouva des grains de sable. Sans savoir pourquoi, elle eut la sensation que c'était ce dont elle avait besoin. Elle passa en caisse et la vieille femme sembla particulièrement heureuse de lui vendre ce livre. Elle lui expliqua qu'elle avait découvert ce livre dans le sable d'une cité oubliée, enfouie, et qu'il avait changé sa vie dès les premières pages. La peintre la remercia et quitta la boutique, son livre sous le bras, prête à le dévorer dès son retour à la maison. En arrivant chez elle, elle s'installa directement pour lire cet intrigant livre. Mais rapidement, elle comprenait que ce n'était pas un simple livre. Les mots n'avaient pas de sens, mais elle lisait, elle comprenait. On y parlait de dieux oubliés, d'événements extraordinaires. Elle semblait comprendre tellement de choses qui n'avaient aucun sens. Après seulement quelques pages, elle se stoppa et sortit la première chose lui venant à l'esprit. Elle repensa à son grand-père qui était seul dans son bureau. Il ruminait tous les jours sur une cité ensevelie sous le sable, la cité sacrée. Il avait essayé de la trouver dans sa jeunesse, mais n'avait jamais réussi. Une cité sans nom. Il était perdu dans son esprit, parlant de créatures se cachant dans l'ombre, le surveillant chaque jour. Elle prit alors une toile et s'installa avec sa peinture. Elle peignait avec une intensité nouvelle qu'elle n'avait jamais ressentie jusqu'alors. Elle semblait voir les couleurs avant de les poser, et surtout, elle semblait voir ce qu'elle ne montrait pas dans son tableau. Elle voyait les créatures dans l'ombre. Elle insistait sur ces traits dans l'obscurité du tableau. Quand Frédéric rentra et découvrit son nouveau tableau, il parut perturbé, mais aussi fasciné. Quelque chose en ressortait. Quelque chose qui venait jouer avec l'inconscient des personnes s'intéressant à ce que cachait ce tableau. La présentation de son œuvre fit énormément parler. Tout le monde semblait fasciné par ce spectacle étrange. Mais déjà, Anne travaillait sur d'autres tableaux. Elle peignait un puits dont les secrets hantaient la toile. Elle peignait une enfant dans un ascenseur semblant ne pas être qui elle prétendait être. De nombreux tableaux, brûlant tous d'une ombre infernale et cachant toujours plus de secrets. Mais son dernier tableau, depuis des mois, elle était bloquée. À un point tel qu'elle était partie de chez elle. Elle avait laissé son fils, Auguste, seul à la maison un temps. Elle avait loué une maison au milieu de la forêt pour être dans un nouvel environnement, pour être dans une situation pouvant lui permettre d'ouvrir son esprit à ce qui lui était offert. Son livre était toujours avec elle. Elle était assise devant la maison de location, un thé à côté d'elle, le ciel nuageux au-dessus, le vent dans les arbres autour, et elle lisait ces étranges pages, décryptant l'incompréhensible. Elle se rappela qu'en cherchant à retrouver la boutique où elle avait trouvé ce livre, pour avoir des informations dessus, elle ne trouva qu'une boutique vide, comme si elle était abandonnée depuis des années. En lisant, elle fut troublée par l'histoire d'une cité dans le désert d'Arabie. Elle ne l'avait pas vue avant dans le livre. Pourtant, c'était là, devant elle. Le livre parlait de ce qu'elle peignait. Elle en fit tomber le livre, ses douleurs, ce mal qu'elle vivait depuis des mois pour exorciser ce tableau, le faire ressortir d'elle. Il était dans les mots qu'elle ingérait à longueur de journée. Elle comprenait que ce tableau était plus qu'une œuvre. Sans savoir pourquoi, elle eut la sensation qu'elle devait rentrer chez elle. Elle se précipita à l'intérieur et rassembla ses affaires. Elle remplissait ses valises, rangeait ce qu'elle pouvait, puis elle entendit quelque chose. Quelque chose de lointain, comme un soupir. Elle s'arrêta soudainement. Elle regarda par la porte de la chambre, vers l'autre côté du couloir.
là où se trouvait son atelier. La porte entr'ouverte laissait passer le cadre lumineux autour d'elle, mais semblait plonger cette même porte dans une obscurité abjecte. Anne s'avança lentement vers celle-ci, alors que le bruit devenait lentement plus distinct. Elle inspira profondément avant d'ouvrir la porte. Au centre de la salle se trouvait son tableau. Cette grande vision couverte de sable, des piliers perdus dans le temps, des ouvertures dans les temples semblant mener de l'autre côté du voile, quelque part d'inconnu, d'effrayant. Anne s'approcha encore et comprit finalement ce qu'elle entendait. N'est pas mort ce qui a jamais d'or. Et dans les airs peut mourir même la mort. Elle remarqua alors, au pied de son tableau, deux traces étranges, inconnues. Elle n'avait jamais rien vu ressemblant à cela. Elle restait immobile alors que cette phrase se répétait sans fin, encore et toujours. Anne attrapa un drap qu'elle reposa sur son tableau et rassembla ses affaires avant de tout ranger dans la voiture et rentrer chez elle le plus vite possible. Si elle restait seule ainsi plus longtemps, elle allait devenir folle, ou plus folle encore. Elle passa la main dans ses cheveux. Elle avait encore perdu des cheveux. Elle tremblait. Depuis son coffre, la voix continuait, et elle commençait à pleurer. Il fallait qu'elle en parle à Fred. Elle ne pouvait pas être seule alors qu'elle sentait son esprit perdre le contrôle. Elle rentra le plus vite possible. Elle ne prit pas le temps de dormir sur la route. Elle arriva devant chez elle à 3 heures du matin. Elle rentra dans la maison et déposa ses affaires dans le salon. Elle sentit quelque chose d'étrange sortir des murs de la maison, et elle se précipita vers sa chambre. Là, elle retrouva Fred qui était en train de dormir. Elle le réveilla. Il était dans un sale état. Elle avait l'impression qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Puis elle sentit son odeur, et eut la sensation qu'il ne s'était pas lavé non plus depuis des jours. En se réveillant, il s'énerva qu'il venait à peine de rentrer. Elle lui expliqua qu'il devait venir voir quelque chose, que c'était très grave. Il la suivit en courant dans la maison. Arrivée dans le salon, elle déballa son tableau. Il lui dit qu'il était très beau, mais elle le coupa. Ce n'était pas ça l'important. Elle lui fit signe de se taire. Il regardait alors en silence. Puis, il sembla réagir à quelque chose. Il regarda Anne un instant, puis regarda à nouveau le tableau. Elle n'était pas folle. Lui aussi l'entendait. N'est pas mort ce qui a jamais tort. Et dans les airs peut mourir même la mort. Auguste était installé dans son lit. Il avait entendu frapper à la porte de sa chambre, alors même qu'il était seul dans la maison. Il n'avait pas ouvert la porte. Il savait que c'était une mauvaise idée. Alors, il lisait Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye et faisait semblant de ne rien entendre. Quelques jours auparavant, il avait amené un ami chez lui pour travailler. Hélas, la soirée s'était très mal passée, à cause de ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte, à cause de l'horreur. Auguste réfléchissait régulièrement à ce qui pouvait être à l'origine de tout cela. Il reposa son livre qui pourtant, habituellement, le happait suffisamment pour ne pas penser à l'autre côté de la porte. Mais la fatigue l'empêchait de se concentrer. Ses pensées se tournaient vers ces visions d'horreur, ces choses dans le reste de la maison. Tout cela depuis que son père était revenu de ce documentaire en Afrique. Il y avait forcément une corrélation entre ces deux événements. Son père ne s'était arrêté à la maison qu'à peine une journée avant de repartir sans rien dire à Auguste. Il avait besoin d'en parler, s'éclaircir les idées, mais la personne qui pouvait le comprendre ne lui avait plus parlé et n'était plus revenu en cours depuis qu'il avait passé une soirée avec lui, ici même dans la maison. Sa mère était partie un long moment pour travailler sur un tableau et semblait être rentrée
avoir déposé ses affaires et être reparti juste après. Alors, Auguste devait percer ce mystère seul. Il se mit contre la porte et essaya d'écouter ce qu'il se passait de l'autre côté. Aucun bruit. Il se risqua à entr'ouvrir la porte, le cœur battant dans la poitrine, les cheveux se collant déjà à son front avec la sueur. Il observa au travers de la légère ouverture avec angoisse. Mais finalement, il n'y avait qu'un couloir, tout ce qu'il y a de plus normal. Il glissa les mains le long de son t-shirt et en attrapa les bords nerveusement. Il tirait dessus en essayant de faire le moins de bruit possible en se déplaçant. Il ne savait pas quand pourrait se réveiller ce qui se cache dans la maison. Alors, il avançait lentement vers la chambre de ses parents. De nombreuses questions emplissaient son esprit, mais la principale était « Que cherche-t-il » Il ne savait pas quoi chercher, où chercher, et quoi comprendre. Peut-être est-ce que c'était juste ainsi, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Il arriva devant la porte de la chambre qui était restée ouverte. Il se glissa à l'intérieur et remarqua qu'il y avait une odeur étrange, comme une odeur d'humidité. Il avait la sensation que quelque chose clochait. C'était comme s'il n'était pas seul dans la chambre, alors qu'il était seul dans toute la maison. Il regardait au-dessus de son épaule sans cesse. Il regardait dans les miroirs, mais rien n'y faisait. Il y avait constamment cette sensation qu'il y avait quelqu'un avec lui, et l'odeur d'humidité devenait de plus en plus forte. Il avait cette impression d'entendre quelque chose, mais il ne comprenait pas quoi, alors il avançait encore. Il contournait le lit de ses parents. Il jeta à nouveau un regard par-dessus son épaule. Il vit la coiffeuse de sa mère, observa le miroir, mais il était seul. Mais toujours, ce léger bruit, comme une vibration, et cette odeur. Il se dirigea vers le dressing, il attrapa la poignée de la porte et ouvrit d'un coup. Le dressing se présentait en 2 longues rangées de vêtements, se terminant sur, de chaque côté, des tiroirs. Mais au centre du dressing, quelque chose se trouvait là, sans y avoir sa place. Auguste s'approcha et s'accroupit devant. L'odeur d'humidité venait de là, et elle était très désagréable. Il observa l'objet un instant. C'était une statuette faite dans une pierre couverte d'algues. Elle avait une forme étrange, qu'Auguste ne savait pas vraiment décrire. Par contre, ses yeux étaient étranges. Ils étaient dans une pierre différente. Une pierre rappelant l'eau. C'était magnifique. Mais il se rendit compte aussi d'une chose. Cette statuette dégageait quelque chose. Quelque chose de mauvais. Il ne savait pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose de négatif qui s'en dégageait. Quand il tendit la main vers cette statuette, une douleur abjecte traversa son corps. La douleur fut si brutale qu'il en vomit et crut perdre connaissance en un instant. Il tomba en arrière, pétrifié. Il regardait la statuette. Puis il eut l'impression qu'elle commençait à briller, et c'en fut trop pour lui. Il se releva et partit en courant vers sa chambre. Il sentait que la maison bougeait, les murs tremblaient, et il se jeta sur la porte de sa chambre pour s'enfermer dedans avant que l'enfer n'arrive. Il s'assit dans son lit et prit son téléphone. Il chercha à appeler son père, mais il ne répondait pas. Il essayait d'appeler sa mère, mais là non plus, pas de réponse. Il prit alors un instant pour respirer et se calmer, puis il appela son ami, qui était venu travailler chez lui. Le téléphone sonna. Et sonna. Encore. Puis... Allô? Salut, je te dérange? Non, si, bref. Désolé de plus donner de nouvelles, j'arrive pas à assimiler ce que j'ai vécu. Mon cerveau
Il n'y arrive pas. Je suis désolé que t'aies vécu ça. Je voulais pas que ça arrive. Oui, bah c'est arrivé. Depuis, je pleure toutes les nuits. J'ose plus sortir de ma chambre. J'ai peur au moindre bruit. J'en peux plus. Je suis vraiment désolé. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi dire. Mais fallait me dire de pas venir. C'est aussi simple que ça. T'as détruit ma vie. Ne m'adresse plus jamais la parole. Adieu. Auguste resta sans voix de l'autre côté du téléphone. Il était seul. Il n'avait même pas un ami pour l'aider. Il entendit 3 coups résonner contre la porte de sa chambre, et il se raidit. Il savait qu'à cet instant exact, l'enfer se déchaînait de l'autre côté de la porte. Pour une raison inconnue, il était en sécurité dans sa chambre, mais nulle part ailleurs. Il tendit le bras et attrapa les seigneurs de Bohême. Il allait lire quelque temps, et avec un peu de chance, tombait de fatigue. Les minutes passèrent, et effectivement, il finit par tomber de fatigue. Il dormit jusqu'à 5 heures du matin, quand une secousse le réveilla. Il hurla de terreur, mais fut rassuré directement par ce qu'il vit. Sa mère était venue le réveiller. Il leur demanda ce qu'il se passait. En lui passant la main dans les cheveux, elle lui expliqua qu'ils avaient un voyage à faire, et qu'ils ne pouvaient pas partir sans lui dire au revoir. Il leur répondit qu'habituellement ça ne les dérangeait pas, mais il vit ses parents échanger un regard, et il comprit que quelque chose se passait. Alors, il leur expliqua ce qu'il vivait, et leur répondit qu'il viendrait avec eux. Sa mère refusa, c'était très risqué. Mais il insista. En rentrant dans la voiture, Auguste sentit une odeur d'humidité, et il entendait une voix venant du coffre, répétant la même phrase en boucle. N'est pas mort ce qui a jamais dort, et dans les airs peut mourir, même la mort. Il roulait depuis plusieurs heures, sans musique, sans discussion. Seule la voix sortant du coffre et ne s'arrêtant jamais dérangeait le silence ambiant. Fred conduisait, c'était celui qui avait le plus l'habitude des voyages. Anne, assise à côté de lui, donnait des directions. C'était elle qui savait, qui ressentait le chemin à prendre. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. À l'arrière, Auguste était pris dans sa lecture. Il était silencieux. Il était là car il ne voulait pas rester seul à la maison. Il préférait accompagner ses parents dans cette quête, alors même qu'il savait que cette histoire était pleine de dangers et d'incompréhensibles. Il avait réussi à oublier la voix qui résonnait sans fin dans le coffre, mais l'odeur d'humidité qui s'échappait de la statuette, qui était également dans le coffre, était insupportable. Il lisait en ayant le nez couvert par la manche de son hoodie. De temps en temps, il relevait le nez de son livre pour regarder par la vitre. Ainsi, il vit défiler les rues, les villes, les autoroutes, jusqu'à prendre l'avion. Auguste remarqua avec surprise que seule sa famille semblait être perturbée par cette statuette et ce tableau parlant, comme si personne d'autre ne voyait ce qu'il se passait. En atterrissant, ils rejoignirent un contact de son père, qui avait tourné un documentaire proche de la cité mythique de Petra, en Jordanie. Il leur donna plusieurs noms de villes et d'autres informations importantes. Enfin, c'est ce que Fred expliqua à sa famille, car il parlait en arabe. Mais quand Anne expliqua qu'elle voulait trouver une cité dont elle avait rêvé, l'homme se mit à parler sans s'arrêter avec un air effrayé, et semblait plus ou moins prier pour se protéger lui ou pour les protéger eux. En rentrant dans la voiture, Anne demanda à Fred ce que l'homme avait dit à ce moment-là. Fred répondit que ça avait à voir avec de vieilles croyances presque oubliées, et qu'il n'avait pas tout compris, mais que l'homme avait peur. Auguste observa un instant ses parents qui paraissaient totalement hors de la réalité. À cette information,
Anne avait simplement réagi par un mouvement de tête, comme si c'était tout à fait normal. Fred, lui, démarra la voiture comme si de rien n'était. Auguste voyait ses parents comme étant absents, comme s'ils n'avaient plus de personnalité, et il commençait à être effrayé de cette perspective. Que pouvait-il bien se passer dans leur esprit pour être aussi vide? Est-ce qu'ils pouvaient vraiment ne plus être là? Est-ce qu'ils seront toujours ainsi? Par la vitre, les décors de sable, de dunes, s'enchaînaient sans fin. Le soleil tapait sur la tôle de la voiture, et l'intérieur devenait invivable. Depuis des heures, il n'y avait rien d'autre à voir que du sable quand, finalement, au loin, des roches apparurent. Anne se redressa sur son siège et dit à Fred de s'en approcher. Auguste observait ces roches et, malgré la chaleur ambiante, il eut un long frisson qui lui remonta le dos. Il demanda ce que c'était. Sa mère se tourna vers lui, le regard brillant, et lui répondit que c'était leur objectif. Le lieu censé donner toutes les réponses. Le lieu où tout prendra sens. Tout ce qu'il vivait depuis des jours et des jours, toute cette peur, toutes ces horreurs prenaient source ici. Ils s'arrêtèrent à quelques dizaines de mètres des premières roches. Fred sortit la statuette, tandis qu'Anne sortait le tableau parlant. Dans cette étrange ambiance, ils avancèrent vers les roches. Le tableau se tut soudainement. Ils étaient à quelques pas des premières pierres. Une fois celle-ci atteinte, Anne remarqua le pilier sortant du sable, les grottes, les murs brisés. Elle posa en équilibre son tableau devant sa famille, et Auguste laissa échapper un son de surprise. Elle avait peint exactement ce qu'ils avaient sous les yeux. Fred demanda si elle connaissait cette cité. Elle lui répondit qu'elle en avait l'impression, mais sans la connaître. C'était une sorte de rêve, une cité sans nom. Auguste avança sans ses parents. Il observait les environs et se sentait minuscule. La cité était entourée par de gigantesques montagnes, à la roche, trouées de nombreuses entrées, probablement des domiciles troglodytes. C'est alors qu'un étrange bruit résonna dans toute la cité. Anne parut surprise, mais Fred, lui, semblait paniqué. En regardant dans sa direction, Auguste se rendit compte que la statuette s'était illuminée. Anne observait les environs et ne se rendait pas compte de ce qui se passait à côté d'elle. Elle était perdue, et Auguste comprit qu'elle se mettait à répéter quelque chose, mais elle était trop loin pour qu'il puisse savoir quoi. Fred commença alors à marcher, les bras tendus devant lui, suivant la lueur de la statuette. Anne le suivit sans le regarder, comme si elle n'était plus là. Auguste essaya d'attirer leur attention, mais rien ne les sortait de leur sorte de transe. Il commença alors à les suivre. Il semblait savoir où ils allaient dans ce lieu pourtant inconnu. En traversant ce qui devait être les rues de la cité, maintenant couvertes par le sable et entourées par les ruines, un bruit étrange résonna dans le vide de la cité. Un bruit effrayant, mais qui ne perturba pas les parents d'Auguste. Lui, en revanche, était terrifié. Il essaya de se dire que ça devait être le vent dans les parois rocheuses, mais sans être certain de son idée. Il rattrapait ses parents qui ne s'étaient posé aucune question, et ils arrivèrent devant une porte sculptée dans la pierre. Elle représentait deux créatures semblant ouvrir la montagne pour que l'on y pénètre. En rentrant dans cette sorte de temple, la lueur de la statuette augmenta, et la salle sembla aspirer cette lumière. Les piliers tenant le plafond se mirent à émettre leur propre lumière, dévoilant des peintures gigantesques sur les murs, des créatures abominables, des horreurs inconcevables, des rituels abjects. Auguste découvrait avec horreur ces grandes fresques murales, tandis que sa mère s'asseyait et se mettait à dessiner des choses n'ayant aucun sens. Son père, lui, se dirigea vers l'autel au centre de la salle. Quand Auguste se rendit compte de cela, il hurla à son père de s'arrêter tout de suite. Mais il continua.
Il arriva devant l'autel, et là, il vit l'emplacement réservé à cette statuette. Cette idole. En la déposant, un bruit monstrueux résonna dans ce qui semblait être le monde entier. Le sol trembla, les murs s'effritèrent, et Anne se redressa en demandant ce qu'il se passait. Auguste attrapa le bras de son père, qui semblait lui aussi perdu, et ils se précipitèrent hors du temple vers la voiture. En courant, derrière eux, le sol s'effondrait, et des créatures couvertes de tentacules aux airs de batraciens anthropomorphiques grimpaient le long des parois accessibles. En rentrant dans la voiture, ils partirent à toute vitesse, roulant le plus vite et le plus loin possible. Ses parents n'arrêtaient pas de lui poser des questions, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Après 1 heure de route, Fred alluma la radio. Il y avait des flash infos sur toutes les ondes. Il essayait de traduire du mieux possible ce qu'il comprenait. Des tsunamis, un tremblement de terre dans l'océan. Il s'arrêta un instant et stoppa la voiture. Anne lui demanda ce qu'il se passait. Un dieu oublié est sorti de l'océan. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.